Ferron, Colbert, Richelieu ou Vauban, des grands personnages qui avaient vraiment une haute conception du service de l'État et qui, eux, ont lutté contre les féodalités qui aujourd'hui reviennent en force. Sans doute notre région est-elle tenue d'adopter ce schéma au nom imprononçable avant le 31 décembre. Mais à la lecture de ce document, il est permis de se demander s'il n'aurait pas mieux valu attendre le mois de janvier. En effet, lorsque vous souhaitez un travail de qualité pour tous, vous auriez pu ajouter une bonne santé pour tous et tout le bonheur possible. Ça aurait été mieux donc à la période des vœux. Autant vous dire que nous sommes plutôt dubitatifs sur la forme de ce nouveau schéma, un schéma de plus dont nous doutons de la pertinence et de l'efficacité. On trouve dans ce rapport un catalogue de constats, mais il reste très vague au niveau des solutions. C'est peut-être le résultat de la méthode d'élaboration dont le Césaire avait jugé qu'il s'agissait davantage de brainstorming que d'une méthode de construction d'un véritable plan. Au final, soit on enfonce des portes ouvertes, soit on formule des intentions qui restent très générales et on énumère pas loin de 185 orientations, ce qui nécessitera, on l'avoue, un bon GPS pour s'y retrouver. Globalement, ce document, qui reprend à l'envi les expressions convenues de la pensée unique et du politiquement correct, nous apparaît comme très éloigné de la réalité. Affirmer que demain se prépare aujourd'hui, quelle découverte! Vous nous proposez une nouvelle façon de penser l'économie. Mais à chaque ligne de votre rapport transparaît les recommandations inspirées par le néo-malthusianisme du Club de Rome, à travers le rapport Meadows, The Limits of Growth, qui date de 1972. Quelle nouveauté! Vous évoquez en même temps la mondialisation grandissante et la nécessité de relocaliser l'économie, mais avec quels moyens, avec quels leviers, dès lors que l'on refuse de remettre en cause la subordination de nos politiques nationales et régionales aux diktats de la Troïka européenne, Commission, Banque centrale européenne, FMI, et aux règles imposées par l'OCDE, dominée par les États-Unis, qui font tout pour en demeurer le principal bénéficiaire. Vous préconisez de faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement économique et humain. Là encore, il s'agit d'un lieu commun. Nous ne contestons pas l'enjeu autour des questions environnementales, mais il reste à en définir en quoi consiste cette transition et à en mesurer l'impact économique. Considérer l'économie circulaire comme une solution globale ne paraît pas crédible. Autant elle peut trouver sa place et probablement jouer un rôle plus important, autant il convient d'être prudent sur une généralisation du concept. En effet, il faut considérer la question dans son ensemble, c'est-à-dire mesurer à la fois le bénéfice écologique, mais aussi la faisabilité économique. Si cette économie ne fonctionne que sur la base de subventions, en utilisant via les entreprises d'insertion une main-d'œuvre à bas coût et des emplois aidés, nous sommes loin de créer un cercle vertueux. Comme pour la transition numérique d'ailleurs, nous sommes sur une évolution qui a sans doute tendance à s'accélérer, mais c'est le cas depuis le début de la révolution industrielle et c'est des évolutions qui se feront en dehors, qu'on le veuille ou non, de ce plan. Nous avons un exemple parfait de cette façon d'approcher de façon idéologique et réductrice qui se trouve dans votre document. Il y a un exemple, c'est le cas du nucléaire, qui est tout simplement oublié ou mis de côté dans les atouts de la région, où vous citez notre 3e rang pour la production éolienne, mais en oubliant volontairement notre 2e rang pour la production électronucléaire et les milliers d'emplois que cela représente, emplois non subventionnés, faut-il le souligner. Or, nous considérons qu'il s'agit d'un enjeu majeur. Tous les spécialistes savent que notre parc nucléaire ne sera pas remplacé par des moulins à vent dont personne ne veut plus d'ailleurs dans notre région, ou des panneaux photovoltaïques qui ne peuvent constituer qu'une énergie d'appoint. La question qui va se poser, au-delà de la prolongation des réacteurs existants, sera leur remplacement par une génération intermédiaire type EPR pour laquelle notre région est bien placée, puisque ces installations pourraient se faire à moindre coût sur des emprises foncières existantes et qu'une partie des installations, en particulier les tours réfrigérantes, pourraient être réutilisées. Il s'agit là d'une étape indispensable dans la véritable transition vers une énergie propre. Je parle de l'énergie du futur,
mais il faudra un temps pour se mettre en place avec l'exploitation de la fusion et le projet ITER. Vous parlez d'un dialogue étroit entre l'État, les pouvoirs locaux et les acteurs concernés. Eh bien, nous demandons dans ce dialogue que la région soutienne ces propositions qui rendent compatible à la fois notre indépendance énergétique, la diminution de nos émissions de CO2 et en même temps qui préservent un domaine d'excellence pour notre industrie et la recherche. Cela aussi fait partie de l'industrie du futur. Il serait fastidieux d'énumérer toutes les thématiques. D'autres intervenants y reviendront. Mais ce qui vient d'être dit conforte un autre objectif que vous annoncez, faire de la région Centre-Val-de-Loire la terre de toutes les innovations, et cela en fait partie. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, avec un investissement en recherche et développement, je parle à la fois du public et du privé, à hauteur de 1,6% du PIB dans la région, contre une moyenne nationale de 2,2%. Nous reviendrons aussi sur les nombreux dispositifs d'aide aux entreprises, en redisant qu'ils doivent être concentrés sur les PME, PMI, le commerce, l'artisanat et l'agriculture, plutôt que sur les structures plus importantes pour lesquelles l'accès au marché financier ne représente pas une difficulté et qui ne profiteraient là que d'un effet d'aubaine. Mais nous savons aussi à quel point toutes ces aides, dont certaines passent par des appels à projets ou manifestations d'intérêt dans le cadre des programmes européens, sont soumises aux décisions prises à Bruxelles. Les agriculteurs en savent quelque chose, et même Charles Fournier le rappelait à l'instant. Globalement, il faut également mettre les choses en perspective et admettre que la région, nous l'avons souvent répété, même si elle s'est vue confier la responsabilité du développement économique, est très loin de disposer pour cela de tous les leviers. Rappelons que le PIB de la région s'élevait à 69 milliards d'euros en 2013, donc aux environs 70 milliards d'euros aujourd'hui, et que les aides économiques de la région représentent moins de 0,15% du PIB, de même que la totalité de nos dépenses d'investissement représente 0,58% du PIB régional. C'est un peu juste pour parler d'un effet levier de l'investissement dans le sens keynésien du terme, même si cela conforte le secteur du BTP. Autre exemple, vous proposez de faire du tourisme un moteur de l'économie régionale, c'est omettre le fait que la part du tourisme dans le PIB régional est seulement de 4,4%, en dépit des atouts dont nous disposons. À titre de comparaison, signalons que pour l'ancienne région Limousin, ce chiffre est de 7,3%. Il est tout de même étonnant que les vaches attirent davantage que nos châteaux. Enfin, quel est le sens d'une région entreprenante, solidaire, qui met l'humain au cœur du développement des entreprises? Bon, nous retrouvons, comme on l'avait dit, nous l'avons déjà dit, une rhétorique qui nous semble quand même éloignée d'un programme opérationnel. Quant à l'identité de la région, le changement de nom, qui ne relève même pas de notre initiative d'ailleurs, ne semble pas avoir apporté grand-chose. Il y aurait donc beaucoup de choses à dire sur ce nouveau schéma, mais honnêtement, nous ne voyons pas bien sur quoi on nous demande de voter, d'autant plus qu'il est rappelé dès le départ qu'il fonctionnera en complémentarité avec d'autres collectivités dont les actions devront seulement être compatibles avec les orientations de ce schéma, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur prescriptive, ce qui laisse à vrai dire libre cours à des interprétations diverses et variées, tellement la formulation reste générale, pour revenir à ce que je disais en introduction, et ce sera aussi ma conclusion. Merci.